Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Cette semaine, on va aller du côté de Jakarta où se déroulait la dernière étape de Coupe du Monde de l'année avec de la difficulté et de la vitesse. Puis on vous informera d'un nouveau système de points qui sera mis en place en vue des Jeux Olympiques 2024. On est parti! News numéro 1, un dernier petit tour et puis s'en va. À cheval sur ce week-end et ce début de semaine se déroulait la dernière étape de Coupe du Monde de la saison à Jakarta en Indonésie. Et pour l'occasion, ce qu'on peut dire, c'est que le cadre était dépaysant, un stade à ciel ouvert dans une ambiance assez spectaculaire en plein milieu des gratte-ciel. On y retrouvait donc de la vitesse et de la difficulté. Et en vitesse, cette étape avait une saveur toute particulière puisque les stars indonésiennes de la discipline jouaient face à leur public. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le travail a été fait. En finale, c'est l'Indonésien Aspar Aspar qui l'emporte. Pas de temps supersonique pour le local, mais des excellents chronos très réguliers tout le long de la compétition. En finale, il top la voie sur un temps de 5,39 face à son coéquipier Kiromal Katibin. Encore l'homme le plus rapide sur la compétition avec un chrono de 5,14, mais encore une fois victime de petites erreurs, dont cette zipette en finale qui ne lui permet pas de faire mieux qu'un temps de 5,75. En petite finale, on retrouve les Chinois Jimbao Long et Long Kao. Si leur but était bien de gâcher la fête, les Indonésiens étaient simplement trop forts. Les deux hommes se sont donc affrontés pour la médaille de bronze et à ce jeu-là, c'est Long Kao qui l'emporte sur un chrono de 5,16. Côté tricolore, on notera comme souvent la présence en finale de Guillaume Moreau qui sort au premier tour avec un chrono de 5,64. Chez les femmes, toujours en l'absence de la polonaise Alexandra Miroslav, c'est la chinoise Li Zhuangdeng qui a dominé la compétition. En finale, elle s'impose face à la polonaise Natalia Kaluka avec un chrono impressionnant de 6,66. Et en petite finale, on retrouve évidemment l'autre sœur Alexandra Kaluka qui paradoxalement était sûrement la plus rapide des deux sur la compétition. Elle aura pourtant eu la malchance d'affronter Li Zhuangdeng plus tôt et en petite finale, c'est une autre chinoise Niu Di qu'elle affronte, mais avec une issue favorable cette fois puisqu'elle s'impose avec un temps de 6,81. A noter encore les performances de nos deux françaises Aurélia Sarisson et Capucine Viglione qui sortent au premier tour mais se placent respectivement 10 et 15e. En difficulté homme, on déplorait malheureusement beaucoup d'absents, justifiés à la fois par la fin de saison mais aussi la distance entre l'Europe et l'Indonésie. En finale, c'est donc assez logiquement que l'on retrouve une armada japonaise avec les jeunes mais déjà multifinalistes en Coupe du Monde Ao Yorikusa, Hidemasa Nishida et Satone Yoshida, et l'expérimenté Masahiro Higuchi. De l'autre côté du plateau, il y avait quand même un peu de place pour les autres nations et on retrouve le Slovène Luka Potočar ainsi que l'Allemand Sebastian Alenke, le Coréen Do Yoon Lee mais aussi un local avec l'Indonésien Raviandi Ramadan. Et la compétition commence avec le Coréen Do Yoon Lee qui laisse déjà passer une petite exclamation dans le public sur une réception à une main lors des toutes premières prises. Il enchaîne sur une partie avec des modules triangulaires et de mauvaises pockets sur des prises rondes. Il place alors une série de plusieurs talons avec plus ou moins de réussite. Puis, après un repos sur la prise 24, il trouve une contre-pointe pour avancer mais ne peut retenir son ballon sur le mouvement suivant et tombe finalement sur la prise 27. C'est ensuite au tour de Luka Potočar de s'élancer. Le Slovène grimpe jusqu'à la section sur pocket puis place le même talon que le Coréen mais semble beaucoup moins à l'aise. Il essaie alors de transférer son poids sur la droite mais tombe dans son mouvement 2 prises plus tôt. C'est alors à l'Indonésien Raviandi Ramadan de passer devant son public. Malheureusement, son run ne se passera pas comme il l'avait sûrement espéré, et alors qu'il atteint tout juste la moitié de la voie, il tombe en relançant sa main gauche sur la pocket principale de la section, prise 22. S'ensuit le passage de l'Allemand Sebastian Alenke, paré de sa fameuse crête iroquoise, il participe à sa première finale de l'année, après d'excellents résultats en 2021, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il grimpe décontracté. L'Allemand joue lui aussi des talons pour atteindre la marque de Luka Potočar, mais ne se sert pas lui du talon et préfère une contrepointe. La technique semble plus stable et l'Allemand dépasse même le Coréen Do Yoon Lee, mais tombe en voulant ramener son corps sur la prise d'après. Et maintenant que le reste du monde est passé, c'est aux Japonais de faire le spectacle. Le premier à passer est aussi l'aîné du groupe Masahiro Higuchi, et à l'image de l'Allemand, il grimpe bien et opte lui aussi pour une contrepointe sur ce qui est pour l'instant le crux de la voie. Il paraît alors en contrôle et semble tenir le ballon, mais là encore il cède au tout dernier moment, prenant tout de même la première place provisoire de la finale. Cette finale semble donc se jouer sur ce mouvement si compliqué, et le prochain compétiteur Ao Yorikusa l'a bien compris.
Il arrive au même endroit que Masahiro, là encore même technique, mais c'est dans les détails que tout se joue, et il réussit finalement à tenir le ballon pour ramener son pied droit sur une petite prise. Cela lui permet d'aller chercher la réglette suivante de la main juste avant de zipper, prenant tout de même une sacrée option sur la victoire. Il est suivi par Satone Yoshida qui tentera lui aussi la contrepointe, mais avec un mouvement beaucoup plus dynamique qu'il ne tiendra pas du tout, tombant à la 4ème place. Le dernier finaliste à passer n'est autre que Hidemasa Nishida qui va tout tenter pour arracher la victoire à son compatriote. Malheureusement pour lui, la voie s'avérera encore une fois trop dure et il tombera exactement comme son prédécesseur, prenant la 4ème place. Aoyori Kusa remporte donc sa première étape de Coupe du Monde alors que Sebastian Halenke prend la 3ème place pour empêcher un podium 100% japonais. Chez les femmes, on déplorera l'absence de la japonaise Ai Mori qui faisait l'impasse sur la dernière étape. Malgré cela, on retrouve une affiche classique de la saison avec 3 Slovènes, les habitués Mia Krempel et Vital Lukan et bien sûr l'inévitable Janja Garnbret. Avec elle, les 2 japonaises Ryu Nakagawa et Natsuki Tani étaient elles aussi de la partie, tout comme la sud-coréenne Chae-Yoon Se. L'italienne Laura Rogora et l'allemande Anna Meul qui termine sa saison de révélation en bloc avec même une première finale de difficulté en Coupe du Monde complètent le tableau. Et c'est la Slovène Mia Krempel qui est la première à s'élancer sur une courte section de grosses réglettes. Elle enchaîne la plus grosse partie du mur sans difficulté avant d'entamer la dernière section après une traversée sur pocket et encore des réglettes. Dernière section que si nous n'avions pas encore vue était une section commune à la voix des hommes et des femmes. Une initiative sympa mais qui aura donc fait flop après l'incapacité des hommes à arriver jusqu'ici. En tout cas, Mia, elle l'atteint et se stabilise alors sur 2 slopers en compression avant de tomber en voulant ramener sa main gauche sur celui d'après, inscrivant tout de même un très beau score de référence prise 35 à 5 prises du top. Sa compatriote Vita Lukan la suit, sur l'ordre de passage comme sur la voie. La Slovène réalise un parcours quasi similaire et tombe sur la même prise, mais restera derrière sa compatriote au classement, tombant en lançant sa main droite, ce que Mia avait réussi. C'est ensuite à la japonaise Ryu Nakagawa de passer, et si tout se passe bien sur le début de la voie, elle semble rapidement plus émoussée que ses concurrentes. Elle commence à lever les coudes sur la traversée avant la dernière section et ne peut aller chercher la prochaine réglette, tombant sur la prise 29. C'est donc la deuxième japonaise Natsuki Tani qui tentera d'aller chercher un résultat pour son pays, mais malheureusement elle rate une prise de la main droite très tôt dans la voie sur un jeté jusqu'ici anodin et prendra la dernière place du classement. Après la pause, c'est l'italienne Laura Rogora qui repart. Elle parvient jusqu'à la dernière section après un gros tirage de corde sur une dégaine et passe en mode combat. Elle parvient tant bien que mal à atteindre les modules en compression sous les encouragements du public, mais tombe en essayant d'aller chercher le module suivant sur le même mouvement que Vital Lukan, prenant la 2ème place provisoire. C'est alors à celle que l'on attend toujours pour débloquer les situations de passé. La dernière Slovène en lice, Janja Garnbret, s'élance. Elle atteint facilement la dernière section et semble moins se dépenser dans la traversée sur réglette. Elle atteint très facilement des modules en compression avant de se reposer sur le macro suivant, bourreau de 3 compétitrices jusqu'alors, montrant que la machine Janja n'a pas disparu. Enfin, après un court passage en dalle, elle finit par topper la voie, prenant une énorme option sur la victoire finale. C'est ensuite à l'allemande Anna Meul de passer, révélation de l'année chez les femmes mais presque novice à ce niveau de compétition en difficulté. Elle commence avec un très gros défi et si l'allemande ne démérite pas, elle tombera tout de même au même endroit que la plupart des finalistes en venant chercher ce fameux macro rouge juste derrière la Slovène Mia Krempel. Elle prend alors la 3ème place provisoire mais n'est toujours pas assurée du podium. Pour terminer, c'est la coréenne Chae-Yoon Se qui va défier Janja. Mais attention, la coréenne a elle aussi prouvé à plusieurs reprises cette année qu'elle n'était pas si loin de pouvoir tenir le rythme de la Slovène. Elle semble facile pour atteindre la dernière section et réussit elle aussi à aller chercher le macro rouge tout en décontraction. On se dit alors qu'elle va s'envoler vers la gagne, mais alors qu'elle se bat contre la dernière partie en dalle, son pouce choisit son meilleur moment pour l'envoyer faire un pas chassé en contresens, lui offrant tout de même une belle 2ème place. La reine du circuit Janja Garnbret reprend son titre pour la dernière étape de la saison et se fendra au passage d'une nouvelle petite remarque sur la difficulté des voies, je cite « Cette voie de finale n'était pas assez difficile, donc il s'agissait essentiellement de ne pas faire d'erreur ». Bref, on espère que l'année prochaine saura lui faire plaisir à ce niveau-là, après une saison qu'elle aura dominée de la tête et des épaules. News numéro 2, la saison de compétition 2022 touche donc à sa fin, et l'année prochaine se déroulera en grande partie les qualifications pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.
Dans ce cadre, le format de la compétition s'affine, et si déjà la vitesse sera séparée des deux autres catégories, je vous rappelle que le format olympique disposera de son propre système de points pour l'épreuve de combiné bloc et difficulté. Un système de points qui a déjà été testé pour les championnats d'Europe de Munich. Pour rappel, cet ancien système permettait de gagner un maximum de 100 points par discipline, pour un total potentiel de 200 points après addition. En bloc, chaque tracé disposait de 2 zones à atteindre qui valaient respectivement 3 et 6 points, tandis qu'un top valait 25 points et que chaque essai raté donnait lieu à une pénalité de 0,1 point. Après un calcul rapide, on se rend rapidement compte que les zones ne servaient donc qu'à se départager entre elles, mais ne pouvaient en aucun cas rivaliser avec un top. Chose différente avec ce nouveau système puisque les zones valent maintenant 5 et 10 points, tandis que le top vaut lui toujours 25 points, ce qui permet à 3 zones supérieures de valoir plus qu'un top et d'avoir donc beaucoup plus d'impact sur la compétition. En difficulté, on assiste aussi à un lissage des points sur l'ensemble de la voie. Avec l'ancien système, pour que les compétiteurs commencent à gagner des points, il leur fallait atteindre les 30 dernières prises de la voie, et ceux qui perdaient très tôt étaient donc très pénalisés, tandis que les 15 dernières prises valaient le jackpot avec 5 points. Et les écarts étaient donc très grands entre les spécialistes de vitesse et de bloc. Avec cette nouvelle version, l'on gagnera des points plus tôt, dès la 40e prise en partant du haut de la voie, puis un point de plus toutes les 10 prises. Alors, à titre personnel, je ne m'y connais pas suffisamment en système de points pour calculer moi-même à quel point ce changement aura de l'impact, mais en revanche, j'adore faire des trucs inutiles, et ce que je trouvais intéressant, c'était de reprendre le classement des championnats d'Europe et d'y appliquer ce nouveau système de points pour voir les changements potentiels. Et lorsque l'on fait ça surprise, alors évidemment les changements ne sont pas radicaux, mais tout de même certains compétiteurs voient leur score s'améliorer. On pense notamment au français Sam Avezou qui passe de la 6e à la 4e place au pied du podium, alors que l'italien Filip Schenk fait lui le chemin inverse. Chez les femmes, l'Ukrainienne Yevgenia Kazbekova passe devant la Tchèque Eliska Adamovska pour 0,2 points près. Et en fait, outre ces changements de place, les écarts de points sont globalement resserrés. La faute à un ancien système de difficulté qui était donc très punitif. Le fait de ne pas gagner de points avant assez loin dans la voie handicapait clairement les spécialistes de bloc, et c'est de ce phénomène que Sam Avezou profite dans notre classement virtuel. Un système qui sera donc mis en place et testé pour la première fois à Morioka, au Japon, du 20 au 22 octobre, pour la véritable dernière étape de Coupe du Monde de la saison. Alors rendez-vous là-bas, ou plutôt devant vos téléviseurs pour la plupart, pour voir ce nouveau système de score en action. Et voilà, c'est tout pour ces petites infos, et maintenant on part tout de suite avec les croix de la semaine. Et on commence avec un nouveau baptême du 9e degré, cette fois-ci pour le grimpeur britannique Hamish McArthur dans le premier 9A d'Écosse Hunger sur le secteur de The Anvil. Libéré en 2010, c'est là le 4e enchaînement de la voie, une belle façon pour le jeune grimpeur de clore sa saison de compétition. Après 2 jours passés dans cette voie et après être tombé 3 fois dans le 2e crux, il se sent maintenant ressourcé et va pouvoir préparer sa saison 2023 et une potentielle qualification pour les JO de Paris 2024. Enfin, un retour pour sûrement la dernière fois de l'année sur le secteur de Lincoln Lake aux États-Unis, la route vers celui-ci étant maintenant fermée. Et c'est l'américain Noah Wheeler qui vient d'enchaîner le bloc Delirium côté 8C, ouvert par James Webb en 2013, le grimpeur, pas le télescope. Un bloc qu'il ne trouve pas dans son style habituel, avec un départ en force et une fin plus technique. C'est sa 2e réalisation dans la cotation, avec Sound of Violence en mars dernier, et on l'espère, pas sa dernière. On continue notre tour de l'Europe avec la Belge Anna Verhoeven, dont nous avions déjà parlé cet été, qui signe l'enchaînement de la première longueur de Las Meninas 9A/+, sur le secteur de Rodayar au nord de l'Espagne, une voie très résille au départ qui termine par une succession de coincements de genoux. On espère qu'elle s'attaquera bientôt à la 2e longueur si le cœur lui en dit. Et on part maintenant sur le site de Gravere en Italie pour un baptême du 9e degré là encore. C'est l'italienne Claudia Ghisolfi qui rentre dans ce cercle très fermé avec l'ascension de la voie TCT 9A, une voie nommée en l'hommage de Tito Claudio Traversa, mort d'un accident d'escalade en 2013 à seulement 11 ans. Petite information bonus, cette voie a d'ailleurs été ouverte par le célèbre Stefano Ghisolfi, qui n'est autre que le frère de Claudia, ce qui en font l'une des rares fratries dans le monde à grimper dans le 9e degré.
et je m'avancerai même en disant qu'ils sont peut-être la première fratrie, frères et sœurs dans ce cas-là. À vérifier tout de même, je suis preneur si vous avez des informations. Et puisqu'on en parle, cela me fait une transition toute trouvée, puisque Stefano Ghisolfi, justement à peine revenu de Flatanger dans son fief d'Arco, était de retour aux affaires. Il vient d'enchaîner la voie Pure Dreaming Plus, une voie originellement cotée 9A+, mais qu'il propose 9A, tout comme son libérateur Adamondra, qui était déjà lui-même revenu sur sa cotation originale. Bref, une petite croix de type vacances pour l'italien qui revenait du vrai boulot. Et on retrouve cette semaine notre français Loïc Zéani qui continue sa magnifique saison avec une nouvelle First Ascent Harlem, cette fois-ci un 9B sur son fief du secteur d'Orgon, proche d'Avignon. C'est le troisième 9B libéré par le grimpeur sur ce secteur qu'il décompose en 14 moves en 8B+, 2 pas de bloc en 8A et 7C+, et encore une vingtaine de moves en 8B+, le tout donnant une voie de plus de 50 mouvements sans vrai repos. Chapeau l'artiste. On attend évidemment que d'autres grimpeurs de ce calibre viennent se frotter à ces projets d'envergure, et on a très hâte de le voir essayer de nouveaux projets autour du monde. Retour sur le secteur des Gorges de Loup, nous avions laissé Jules Marchalan en juin dernier. Cette fois-ci c'est le falaisiste Lorenzo Bogliacino qui enchaîne triptyque tonique 9A. Il aura fallu 7 jours à l'italien pour terrasser cette voie qu'il qualifie de majeure sur pince. C'est son premier 9A de l'année et peut-être pas son dernier, il a encore en effet pas mal de choix s'il reste dans le coin. Et enfin on termine en allant du côté du pays de Wagner ou de Marlène Dietrich selon vos préférences, pour l'enchaînement de Sever the Wicked End 9A sur le secteur de Angenderstein, avec une prononciation dont je laisserai l'interprétation à l'auditeur. C'est l'Ukrainien de tout juste 17 ans Ilya Barkmet Smolensky qui en est l'auteur. C'est déjà sa 5e réalisation dans la cotation, et même s'il reconnaît la difficulté du crux en 8A bloc et les 15 mètres de résistance suivants, tout comme les précédents répétiteurs, il choisirait cependant de placer la cotation plutôt vers le haut du 8e degré que dans le 9e. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Caillou News. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo, à mettre un commentaire pour nous soutenir ou à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!